Nous allons parler des sociétés non humaines. Il est vrai que dans la science-fiction, depuis Chai de Jack Vance, jusqu'à peut-être pour le film District 9 ou La rue Chedelstrom, où l'on montre une société insectoïde, la science-fiction n'a pas été avare de plusieurs sociétés complètement étrangères à ce que nous connaissons en tant que société, ce que nous identifions. Sur Terre, de toute manière, nous avons des insectes sociaux, tout le monde le sait, il y a les abeilles, il y a les fourmis, il y a des plantes, on le sait un peu moins, et parfois, pour le moins surprenante, ça, oui, il y a un petit côté étrange. Donc il y a des interactions et des intrications entre le végétal et le monde animal, le bactérien aussi, les insectes phytophages. Et donc, la littérature, bien évidemment, va s'abreuver de toutes ces connaissances pour créer de nouvelles sociétés ou pour réfléchir là-dessus. Donc, pour discuter de tout ça, avec moi, j'ai Fabrice Fouché de l'INRA, qui travaille sur la génétique des rosiers et qui s'intéresse justement à leur floraison, à la résistance aux maladies foliaires, aux gènes qui contrôlent et qui régulent ces processus. Donc avec son équipe, il a séquencé le génome complet d'une rose et il cherche là-dedans les gènes qui contrôlent ses caractères, on en parlera peut-être mieux, et les traces qui sont laissées par la nature ou par l'homme au cours du processus de sélection, c'est-à-dire que lorsqu'on a eu des processus de sélection, à l'intérieur du génome, on peut voir à quel moment l'homme pourrait être intervenu. Et Jean-Claude Dugnac, ex-ingénieur aéronautique, grand écrivain de science-fiction depuis de nombreuses années. On ne va pas citer tous les prix littéraires qu'il a pu avoir. C'est très nombreux, le Grand Prix de l'Imaginaire. On va faire un minimum, je pense. Voilà, donc, et qui a... on peut citer, surtout c'est un grand nouvelliste, un artisan de la nouvelle, dont certaines ont été traduites aux États-Unis ou ont figuré dans des best-of. Je pense à Déchiffrer la trame, par exemple. Mais il aime bien aussi la fantaisie, il aime surtout les horribles jeux de mots. L'humour, donc il y a toute une série sur un troll dont il fait la biographie, un troll particulièrement obtus. Vous avez déjà l'enfer du troll, l'instinct du troll, et dans certains recueils de nouvelles, ce personnage apparaissait déjà. Donc il y a eu le prix Rosny-Aîné, le GPI avec Étoile mourante qu'il a écrit avec Heyerdahl. Il y a eu 4 Rosny-Aînés au total, enfin bon, voilà. Et son dernier roman, paru, est tout à fait dans le ton du sujet. C'est 3 hurrahs pour Lady Evangeline. Une première nouvelle était parue dans Bifrost et c'est un univers qu'il a largement augmenté dans le roman qui vient de sortir chez La Talente, où l'on trouve une héroïne assez édifiante, du genre qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer quand même, parce qu'il y a une transformation, une métamorphose assez... même inquiétante, et une société non humaine aussi impressionnante. Donc, pour parler de société, on peut peut-être commencer en disant que l'humain n'est pas le seul individu social, et que ça nous amène à parler de l'altérité de l'autre, puisque si on s'étonne souvent de trouver des organisations dans la nature, on voit bien que ce n'est quand même pas l'apanage de l'humain. Donc, qu'est-ce qui caractérise une société ? Tu vas ? Vas-y. Bon, je vais commencer. Peut-être. Premièrement, je pense que c'est des interactions entre des individus. Donc, si on regarde d'un point de vue scientifique, on s'aperçoit en fait, et vous n'êtes peut-être pas tous conscients de cela lorsque vous êtes dans une forêt, lorsque vous êtes dans une prairie, que lorsque vous voyez un arbre, c'est un individu, mais cet arbre, il va interagir avec pas mal d'autres arbres, ou si vous êtes dans un champ de blé, le pied de blé va interagir avec d'autres arbres. Donc la forêt en elle-même devient, à mon avis, une communauté. Donc là, c'est le premier niveau dont on pourrait parler. Après, on pourra parler des échanges entre ces arbres, comment se font les échanges entre ces arbres. Et ils font aussi intervenir d'autres individus, d'autres espèces. Par exemple, les plantes vont avoir à faire face à des insectes dans des relations bénéfiques, quand on va avoir besoin de polliniser, et là c'est important.
On voit le problème aujourd'hui, par exemple, avec la diminution des abeilles. On ne sait plus si on pourra avoir des cerises qui sont... Il y a besoin de la pollinisation. Donc, s'il n'y a plus d'abeilles, plus de pollinisation, plus de cerises, par exemple. On peut aussi... il y a tout un réseau. Donc là, je suis en train de parler des insectes qui peuvent être bénéfiques, qui peuvent être mauvais pour la plante. Il peut y avoir des attaques. Enfin, ça va être des herbivores. Et vous avez aussi tout un réseau souterrain. Et là, on en parlera aussi sûrement avec des interactions au niveau des racines qui font intervenir des champignons. Et c'est la bonne période parce que vous allez souvent dans les bois ramasser des champignons actuellement. Vous voyez la face visible de quelque chose qui est bien plus souterrain. Une société aussi, c'est quelque chose qui ne se limite pas à un individu. C'est-à-dire qu'il faut un grand nombre d'individus, souvent séparés, pour former une société. La société, pour la reproduire d'un endroit à l'autre, il faut prendre par exemple un bateau et emporter plusieurs centaines de personnes. Ça ne peut pas se faire un individu. Un individu ne peut pas arriver en disant je vais créer une société. Il faut être plusieurs. C'est aussi un système complexe dans lequel le rôle de l'individu, même s'il est individualisé, se perd par rapport à la société. C'est-à-dire la société devient plus importante que l'individu. C'est la société qui pilote le comportement des individus et non plus, dès qu'on arrive à un système, l'individu qui choisit la société dans laquelle il se trouve. Choisir la société dans laquelle il se trouve, c'est une idée qu'on se fait, c'est une très bonne philosophie, on va voter pour ça, on va militer pour ça, on va se battre, mais en fait, ce sont les systèmes qui imposent les individus et pas l'inverse. Malheureusement, quand on étudie les mathématiques, c'est un petit peu ce qu'on découvre. C'est un peu frustrant comme idée, mais on peut quand même travailler là-dessus. Mais vous savez, il y a des sociétés et des sociétés élaborées de manière tout à fait étonnante chez un certain nombre d'animaux. Et personnellement, j'ai vécu une expérience, c'est curieux, je crois que j'en avais jamais parlé, une expérience quand j'étais enfant, je devais avoir 12 ans, j'ai vu ce qu'on appelle un jugement de corbeau, un jugement d'oiseau. C'est quelque chose qui existe, mais qui était très rare, je n'en ai vu qu'un dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un vol de corbeaux qui est venu s'installer sur le grand chêne qui était juste en face de la terrasse de chez moi, à une petite centaine de mètres. C'est une espèce d'arbre immense. Et on a vu arriver ce vol de corbeaux gigantesque, sauf qu'un des corbeaux est resté en vol stationnaire à quelques mètres de l'arbre. Donc il y avait cet arbre bourré de corbeaux, ce corbeau tout seul, en vol stationnaire, qui ne bougeait pas, qui se contentait de battre un peu des ailes pour rester au même endroit. Et les corbeaux ont piapiaté pendant une bonne demi-heure. Et mon père est venu me chercher à ce moment-là, il m'a dit « Viens voir, je crois que c'est quelque chose que tu n'oublieras jamais ». Et effectivement, j'étais à côté de lui et j'ai vu un corbeau jaillir de l'arbre, voler au-dessus du corbeau qui était en vol stationnaire, se laisser tomber sur lui et le frapper, le heurter. Et le corbeau a sursauté, il est revenu en vol stationnaire, l'autre est allé se remettre dans l'arbre. Un deuxième corbeau est sorti, l'a frappé. Et ils ont frappé ce corbeau, ils l'ont puni à une vingtaine à peu près. Et ensuite, le vol de corbeau est reparti, et le corbeau qui venait de se faire blesser, qui avait visiblement une aile, a suivi comme il a pu. Et j'ai donc assisté à un jugement de corbeau. Et ça veut dire une société élaborée dans un groupe d'oiseaux dont on se dit qu'ils sont individuellement sans intelligence particulière, mais c'est faux. Ils ont fonctionné sur un plan social. Et ça, je l'ai vu. Je vous le garantis, je vous le promets, c'est quelque chose d'absolument étonnant. Donc, moi, quand j'ai voulu écrire des histoires de science-fiction, je me suis dit, je vais écrire des histoires dans lesquelles je ne vais pas parler nécessairement de gens, je vais parler de la manière dont les sociétés, dont les structures se comportent. Et dans mon dernier bouquin, justement, j'ai une humaine qui débarque tout à fait par hasard dans une ruche, l'équivalent d'une ruche. Et le problème, c'est que la ruche, au lieu de la détruire comme elle a détruit tous les autres, la garde, pour des raisons qui sont expliquées dans le livre, mais la garde en essayant de la transformer à son image. Et ça veut dire que dès qu'elle s'endort, eh bien vous avez des tas de bestioles qui lui grouillent dessus, par exemple, pour manger ses vêtements, pour lui manger ses poils, pour la nourrir de manière à ce qu'elle grossisse, pour devenir une espèce de larve, comme les larves sont dans une ruche. Et donc, la seule façon qu'a cette héroïne de s'en tirer, c'est d'une part de jouer le jeu, parce que la ruche ne la tue pas, mais en même temps d'y échapper, parce que la ruche, d'une certaine façon, ferait d'elle quelque chose qu'elle a choisi de ne pas être. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pas tellement la société extra-humaine, c'est comment nous on réagit quand on est embarqué là-dedans. Et j'ai collé quelqu'un dont je me suis dit, elle va pas tenir 10 minutes, et qui a survécu tout un roman. Et rien que pour ça, j'ai beaucoup de respect pour elle. Je vous avais dit que ça serait impressionnant. Peut-être un autre élément sur la société.
Donc on a parlé de ces individus qui rentrent en relation, qui forment une société. C'est aussi un processus, je pense, évolutif, dans le sens où ça a mis, si on parle des sociétés végétales, une forêt par exemple, des millions d'années à se mettre en place, ces interactions très, très intimes, très spécifiques entre différentes plantes et des champignons, entre des plantes et des bactéries. Et je pense que vous êtes... peut-être l'exemple qui est le plus connu, c'est la mycorhisation, où si vous prenez une forêt, déjà vous voyez que la face visible de l'iceberg, si vous voyez que la partie aérienne, il faut imaginer que vous avez en dessous le même schéma avec des racines, donc des connexions. Le métro, un vrai métro, avec un grand nombre de connexions, et que ces racines interagissent avec des champignons qu'on appelle des mycorhizes. C'est ceux que vous voyez, j'allais dire fleurir, c'est pas vraiment une floraison, mais apparaître actuellement dans les sous-bois. Et ce qui fait que les arbres échangent entre eux via leurs racines, mais en plus via ce réseau de mycorhisation, à la fois des informations. Ils sont capables de se dire à tel endroit il y a un problème, et le message se diffuse. Ils sont aussi capables d'échanger de la nourriture. C'est assez énorme. En préparant, j'ai essayé de trouver les chiffres. 20% de ce que la plante va produire va aller, ça peut aller jusqu'à 20% vers les mycorhizes, donc vers ces champignons-là, du carbone que la plante produit par la photosynthèse va être dirigé vers ce champignon qui lui va lui apporter d'autres éléments nutritifs pour l'eau, aussi pour les éléments minéraux. Voilà. Donc, et ce processus-là, c'est un processus qui met du temps à se mettre en place en termes d'évolution des espèces. Donc on est sur des processus qui ont mis des millions d'années à évoluer. Et une société se caractérise aussi, c'est aussi ce que tu viens de dire, par la mise en place de tout un tas de façons de communiquer, d'échanger, qui ne sont pas uniques, qui ne sont pas structurées, mais qui se superposent. C'est-à-dire au sein d'un village, au sein d'une micro-société comme la nôtre, vous avez tout un tas de choses et tout un tas de voix qui vous permettent de faire passer certains messages. Vous avez des gens qui parlent au nom de tous les autres, vous avez des gens qui discutent entre eux, vous avez des gens qui prennent des photos et les postent sur Facebook pour les gens à l'extérieur. Enfin, vous avez tout un tas de mises en place, de communication, d'échanges et de transfert d'informations qui fait que la société fonctionne d'une manière plus ou moins harmonieuse et échappe à l'individu. L'individu, là-dedans, est noyé dans la représentation de la société. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, êtres humains, nous demeurons des individus, c'est-à-dire nous demeurons des gens capables de nous dire « j'ai un libre arbitre, j'avance, je vais changer les choses ». Et c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes, la capacité à un moment donné de se lever en disant « je vais changer ça ». Mais vous avez tout un tas de structures dans lesquelles l'animal est tellement... je dirais, coincé par sa biologie, par ce qu'il ne saura faire que ce qu'il sait. Vous ne pourrez pas avoir une ouvrière abeille qui va à un moment donné dire « j'en ai un peu marre, je veux devenir un faux burdon, je veux être autre chose » ou « je veux m'occuper des larves ». Ce qui est aussi une fonction de la ruche, mais elle ne pourra pas parce que sa biologie ne lui permet pas de le faire. Donc vous avez un ensemble de rouages qui fonctionnent et une société qui est l'ensemble de ces rouages en train de fonctionner. Nous sommes une espèce d'accord tacite parce que nous avons communiqué, que nous avons échangé, qu'on est tombé plus ou moins d'accord sur le fait que ça devait fonctionner à peu près comme ça. Mais quand vous voyez la manière dont se comporte la queue pour rentrer dans la salle, vous vous rendez compte que le système, entre guillemets, ordonné, n'est pas nécessairement si ordonné que ça, même s'il y a des règles, même si on est d'accord, même si on a tous le même principe. Mais bon, ça ne marche pas nécessairement aussi exactement qu'une ruche, par exemple. Tu veux dire que c'est peut-être une société assez totalitaire, parce que chacun a son rôle et ne peut pas en sortir ? Ne peut pas en sortir parce que son physique le met comme ça. Je veux dire, tu es dans une situation dans laquelle tu décides que, par exemple, toi, être humain, tu as un choix absolument de vie, absolument énorme. Et justement, en ce moment, notre travail, c'est de nous tourner vers les uns et les autres et de dire, vous savez, c'est pas parce que vous êtes tel sexe ou telle couleur ou tel type de personne que vous ne pouvez pas faire ci et ça. On essaie de vous dire, vous pouvez tout faire. Moi, je suis parti d'une association qui va voir les filles en terminale en leur disant, mais vous pouvez faire des études scientifiques, vous serez non seulement d'aussi bons ingénieurs que les hommes, mais en plus, vous allez véritablement apporter quelque chose qui va rendre la société meilleure.
Donc vous jouez un rôle important. Donc j'ai ça. Alors que vous êtes une fourmi d'un certain type, vous êtes une abeille d'un certain type, vous ferez ça toute votre vie et vous ne pourrez même pas vous poser la question de devenir autre chose. Vous n'êtes pas autre chose. Vous êtes le rouage qui va exactement à cet endroit-là. Et ces sociétés-là, elles sont fascinantes parce que nous, écrivains de science-fiction, ce qu'on aime, c'est quand ça commence à merder. Donc on prend une société parfaitement organisée, on met un corps étranger dedans et on regarde ce qui se passe. C'est peut-être un petit peu différent pour les sociétés végétales, parce que pour le végétal, il y a quand même un élément important, c'est qu'il pousse à un endroit, il ne peut pas bouger. Donc c'est quand même une grande différence avec les sociétés animales, ce qui fait que le libre arbitre du végétal est peut-être moindre et qu'on se pose moins les questions et qu'on voit vraiment le végétal dans une communauté et il est obligé de vivre dans cette communauté, il ne peut pas en sortir. Enfin, c'est soit je meurs, soit je... Enfin, voilà, en tant que végétal, si je lui donne ce droit de penser, il n'a pas le choix qui est simplement de pousser où la graine est tombée ou simplement à émerger la nouvelle tige. La devise du lierre, je meurs ou je m'attache. Oui. Oui, alors ça montre peut-être que la plante a davantage besoin de coopération. Elle est davantage dans l'échange peut-être qu'une société animale. Je pourrais citer d'ailleurs Sémiosis de Sue Burke qui est sorti chez Albin Michel Imaginaire, qui montre des humains qui arrivent sur notre planète où vous avez que des végétaux et c'est le végétal qui est l'espèce dominante et qui se sert de toutes les espèces animales pour, disons, les exploiter, les domestiquer, voilà, et elle compte bien sûr imposer à l'humain son diktat, voilà, donc il va falloir apprendre à communiquer. Donc je crois qu'il y a un partage qui est beaucoup plus large dans le monde végétal que dans le monde animal. Oui, c'est assez amusant cette histoire que le végétal pourrait dominer l'homme. On a l'habitude de dire, et c'est ce qu'on écrit, et moi je suis généticien, et c'est ce que je publie même, qu'on a domestiqué les plantes. C'est-à-dire, il y a 10 000 ans, il y a eu un grand mouvement au niveau de l'homme, et il est passé de chasseur-cueilleur à agriculteur. Et il s'est mis à cultiver le blé à différentes espèces végétales à différents points du globe. Et on parle de domestication. Alors certains, et on peut inverser un peu le rôle, parce que si vous regardez bien le résultat aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de milliards de pieds de blé qui sont multipliés, des centaines, des milliers de milliards de pieds de blé. Qui a domestiqué qui? Parce qu'au final, le blé, il a gagné. Il est présent partout, son génome s'est réparti. Voilà, si je prends le sujet qui m'est cher, qui est la rose, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi l'homme s'est amusé à cultiver des roses? Sûrement, un des éléments importants, c'est le parfum. Sûrement, ça a plu à l'homme. On peut inverser la question et se dire, la rose a développé des parfums, alors sûrement pour les insectes, peut-être pour l'homme, et au final, elle a fait qu'aujourd'hui, vous avez des roses quasiment dans tous vos jardins. La rose, elle est présente partout. Elle était présente que sur l'hémisphère nord, maintenant elle est présente dans tout le monde. Je ne sais pas s'il existe un pays où il n'y a pas de rose aujourd'hui. Et en plus, les êtres humains se font enterrer au pied de leur rosier et servent d'engrais. Vous vous rendez compte à quel point on a été colonisé, vraiment. Et on se demande, les roses nous fournissent de l'oxygène, mais en échange, on leur fournit de l'engrais. C'est un très bon système. Moi, je suis assez pour, en fait. Oui. Non, c'est intéressant cette histoire de société parce que quand on a une situation gagnante-gagnante, on peut considérer que le blé a gagné au fait que l'être humain s'en serve. L'être humain a gagné au fait qu'il y avait du blé parce que ça nous permet d'être plusieurs milliards, là où la population humaine était de moins d'1 million d'habitants il y a peut-être 40 000 ans. Mais en même temps, c'est vrai que le blé aussi a gagné. Donc on a vraiment une stratégie, ce qu'on appelle gagnant-gagnant, dans lequel tout le monde y gagne. Ceux qui sont les perdants, c'est les autres espèces de plantes qui ont été petit à petit remplacées de ça. Les forêts qui ont petit à petit laissé place aux des endroits cultivés, etc., etc. Et ce qui est intéressant dans les sociétés non humaines, c'est que lorsque vous êtes un écrivain de science-fiction, vous inventez une société non humaine et vous la mettez au contact de l'humain. Et la question qui se passe, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se tape dessus? Alors ça a été le cas pendant très longtemps. Hein. Même encore, il y a plein de bouquins militaristes où on casse la gueule aux vilains, machin, ceci, cela. Alors c'est des rats, des serpents, tout ça, vous en avez plein. Ou alors,
qu'est-ce qu'on peut faire pour coopérer? Quelle est la façon que l'on a de construire une sur-société, une société intégrant les deux sociétés, qui bénéficie d'un échange? Et alors la première chose à faire, c'est construisons cet échange. Et quand on a affaire à des sociétés non humaines, le langage n'est pas toujours la meilleure façon d'y arriver. Il y a les odeurs, il y a le toucher, il y a tout un tas de sens. Les mathématiques peuvent servir aussi quand on est intellectuel. Mais donc on se dit, on doit comprendre l'autre et d'abord lui faire comprendre qu'on est intelligent. C'est la première chose compliquée. Vous avez 3 ans, vous arrivez dans la classe dans l'école de maternelle dans laquelle vous allez passer 2 ans et vous allez dans la cour de récréation. Le premier travail que vous allez faire vis-à-vis de vos petits camarades qui sont dans la même cour de récréation que vous, c'est de dire je suis comme toi, j'existe et on peut faire des choses ensemble. C'est le premier exercice. Et il est extrêmement difficile, et pour un certain nombre de gens, on passe notre vie à essayer de le faire, à dire « Hé, je suis là, j'existe, je suis intelligent ». Oui ? Non, mais ce qui est étonnant, c'est que dans les sociétés végétales, donc, il y a aussi cette conscience du soi et de l'autre qui est, alors par un échange chimique. Ça passe souvent par les exudats racinaires, par des molécules qui font que une plante est capable de percevoir une autre plante proche d'elle, et surtout, c'est pas qu'elle soit proche d'elle, mais elle sait que c'est une plante qui est proche d'elle et qui est proche d'elle génétiquement. C'est-à-dire alors c'est pas un clone exactement, mais ça peut être des frères-sœurs. Et ça, ils arrivent à le percevoir. Il y a des expériences qui montrent que alors, par exemple, lorsqu'une plante est attaquée par un herbivore, elle va déclencher toute une signalisation qui fait que les plantes autour sont alertées qu'il y a un herbivore dans le coin et il faut faire attention. Donc elles vont mettre en place une stratégie bien particulière. Donc elles vont produire des composés qui fait que si l'herbivore il mange un peu la feuille, il risque d'être un petit peu malade. C'est des inhibiteurs de protéases et qui vont bloquer la digestion de la feuille par l'herbivore. La plante, elle est capable d'envoyer ce signal spécifiquement aux plantes qui sont proches d'elle génétiquement et non aux autres. La distance génétique va rentrer en ligne de compte dans le signal. C'est assez passionnant comme élément. Oui, donc ça sert de signal d'alerte, mais il peut y avoir aussi des échanges de connaissances. Peut-être il y a des échanges génétiques, il n'y a pas un partage de gènes entre les bactéries, par exemple, et puis le système racinaire de certaines plantes ? Alors je suis en train de rechercher le mot. Par exemple, si on prend les mycorhizes, on va revenir toujours sur ces champignons qui colonisent les racines. Alors, il y en a, c'est pas très spécifique, donc il peut y avoir plusieurs champignons sur un même arbre, et ces champignons sont capables de fusionner leurs cellules. C'est l'anastamose, je crois que c'est le terme. Et donc vous allez vous retrouver avec des êtres, alors je ne sais plus comment il faut parler, parce qu'en fait ce sont des génomes qui vont être modifiés. Là on voit que la notion de génome, elle commence à devenir floue parce qu'on se retrouve avec 2 espèces différentes qui ont leurs ifs, qui ont fusionné et qui mélangent leur génome. Après, il y a des transferts aussi bactériens. Enfin, l'autre exemple, alors c'est plutôt négatif, c'est le cas de la gale du collet qui est provoquée par une bactérie. Et cette bactérie, elle est capable d'envoyer dans le génome de la plante de nouveaux gènes pour faire synthétiser une structure dans laquelle elle va pouvoir se développer. Et c'est ce que vous observez lorsque vous avez une gale sur une plante, ça s'appelle la gale du collet, et c'est produit par une bactérie qui s'appelle Agrobacterium tumefaciens. Oui, moi j'avoue que je me suis amusé dans le dernier bouquin à avoir... J'ai pas seulement une ruche, parce qu'une seule société, c'est pas suffisant. Il en faut plusieurs. Et donc, j'ai inventé quelque chose qui était un nuage de micro-éléments qui, à l'état normal, est, je dirais, dispersé. Et chacun des micro-éléments vit une vie vraiment de base et gère ses petites affaires tranquillement, sans s'embêter. Et simplement, s'il y a la moindre forme d'agression ou de difficulté, certains des micro-éléments sont capables de se regrouper pour devenir des éléments plus gros, un peu plus intelligents, un peu plus agissants.
et donc capable localement de résoudre le problème. Comme tu disais, on échange des choses, on dit tiens, il y a un herbivore qui approche, on fait quelques petits trucs, mais localement. Et là, ce nuage-là, je lui colle un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a un vaisseau spatial humain qui débarque en plein milieu et qui, à cause de ses tuyères et qui chauffe, est en train d'abîmer, de détruire le nuage. Donc le nuage se rassemble pratiquement d'un seul coup et du coup atteint un niveau d'intellection et de conscience. Et donc, d'un seul coup, il est redevenu conscient pour éliminer la menace. Il élimine la menace. Je vous fais le spoiler du premier chapitre. Il élimine la menace, mais une fois là, il a deux solutions. Soit je redeviens un nuage constitué de points qui ne sont pas conscients, c'est-à-dire je me redéfais en petites unités, soit je reste conscient. Parce que j'aime bien être conscient. J'aime bien l'idée d'avoir atteint cette conscience. Mais pour ça, j'ai besoin d'une menace. Donc il me faut un ennemi. Et donc à partir de là, je vais chercher un ennemi et je vais considérer que je suis en guerre parce que c'est la seule façon de rester conscient. Sinon, si la paix revenait, je redeviendrais cette espèce de masse amorphe, etc. Et donc ça m'intéresse de me dire, ok, on a quelqu'un qui est capable de se créer une agression juste pour le simple fait de rester ce qu'il est. Et qui ne se rend absolument pas compte que la personne en face, enfin qu'en face, il y a des êtres conscients. Mais elle a besoin de cette menace. Donc je me dis, comment est-ce qu'on peut réagir quand on est un être humain face à ça? Enfin, je me suis posé des tas de questions extrêmement difficiles, ce qui m'a valu quelques nuits blanches, parce que vous vous dites, ok, c'est une très bonne idée, mais putain, comment je vais m'en tirer? Et puis en fait, bon, on finit toujours par s'en tirer, parce que c'est l'avantage des écrivains, on arrive toujours à répondre à nos questions les plus tordues par une solution encore plus tordue. Bon, ce qui fait de nous, pathologiquement, des gens légèrement inquiétants, mais ce léger détail mis à part, on y arrive quand même, on fait des livres. De toute façon, déjà, si on décide de faire des livres, c'est qu'on est quand même un peu perturbé. Bon. Et donc, j'ai eu dans mon bouquin une personne, cette fille, qui, ayant connu sa ruche, ayant connu à la fois les mystères de la ruche et les dangers de la ruche, s'est retrouvée être la bonne personne, tout à fait par hasard, pour comprendre ce qu'était le nuage. Et je suis passé d'une société non humaine à une autre société non humaine, et sans le vouloir, parce qu'encore une fois, il faut pas imaginer que j'avais tout prévu, j'ai eu quelqu'un qui s'est révélé être un passeur, être un ambassadeur, être un maillon de communication entre les peuples, être une espèce de, je sais pas, d'animal symbiotique, une forme de bactérie, d'échange, ou peut-être un mycélium particulier qui permettrait à des variétés d'espèces différentes de communiquer. Et c'est fascinant pour un écrivain de voir quelqu'un qui joue ce rôle-là, qui apparaît dans ce livre et qui, d'un seul coup, grandit et devient la personne qui passe de l'un à l'autre. Voilà. Et juste pour en revenir, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est un vieux monsieur, qui s'appelait Kipling, et qui a écrit, entre autres, le livre de la jungle. Et dans le livre de la jungle, Mowgli, qui a été élevé par les loups, et qui a été élevé par tout un tas d'animaux de la jungle, parce qu'il n'a pas été élevé que par les loups, il a été élevé par Balou, par l'ours, qui, dans le bouquin, est un individu très sage. Il a été élevé par un serpent, qui, lui, était un type très sympathique. Et donc, il parle le langage des animaux, et la première chose qu'on lui a appris à dire à toutes les espèces, dans tous les langages d'espèces, c'est « nous sommes du même sang, vous et moi ». Et donc, il tombe dans un moment donné dans une tombe qui est remplie de cobras, il sait qu'il y a des cobras, et il siffle pour dire « nous sommes du même sang », pour qu'on ne le pique pas, pour qu'il ne cesse d'être une proie, pour devenir une espèce de membre de la famille. Et ce personnage-là, c'est un personnage de SF, je dirais, pratiquement un siècle et demi avant la lettre. Et je trouve ça absolument formidable. Je voulais réagir sur ce que tu disais tout à l'heure, ce qui était sur le fait que les sociétés évoluaient et pouvaient revenir, c'est cette histoire de nuage, revenir à l'individu. Je ne suis pas sûr que dans les sociétés végétales, ce soit vraiment le cas. Et je vais prendre un exemple qui est une étude qui a été réalisée par un laboratoire à Montpellier, enfin pas que Montpellier, en fait aussi Paris, qui est un cas qui est pris... qui est toujours le cas sur les mycorhizations et sur des orchidées qui se développent grâce à ces mycorhizes. Normalement, les plantes font de la photosynthèse, donc on dit qu'elles sont autotrophes, elles sont capables de se nourrir elles-mêmes parce qu'elles récupèrent le carbone grâce à la photosynthèse. Or, dans les sous-bois, et c'est les travaux qui ont été faits par Marc-André Sellos, il a montré qu'il y avait des orchidées qui étaient albinos et qui n'avaient plus du tout besoin qui étaient albinos parce qu'elles sont plus vertes, elles ne font plus de photosynthèse, donc on dit qu'elles sont hétérotrophes, et pourtant elles se développent très bien. Et ce qu'a montré l'équipe de Marc-André Sellos, c'est que, on revient toujours sur ce réseau mycorhizien sous la terre, il y a des échanges de carbone, et la plante récupère le carbone,
via le carbone produit sûrement par un arbre qui transite par les mycorhizes et qui revient vers l'orchidée. Et dans ces cas-là, on arrive vraiment à un système de dépendance, c'est-à-dire que l'orchidée, toute seule, elle ne peut plus vivre, on ne peut plus faire marche arrière. Là, on est vraiment arrivé dans un système où la société est telle que l'orchidée toute seule, elle ne peut plus vivre. Et il a même montré des phénomènes intermédiaires où on peut avoir des parties de la plante qui sont autotrophes, d'autres parties qui sont hétérotrophes. C'est passionnant. Ben, tu as raison sur un point, c'est que les sociétés, dès qu'elles deviennent un minimum complexes, entraînent que l'individu seul ne peut plus survivre. Je veux dire, déjà au Moyen-Âge, l'individu qui quittait son village, il était mal barré, parce que la plupart du temps, il était entouré par des espaces de nature hostile qui l'auraient tué, tout simplement. Et même actuellement, si on essayait de quitter la société ou si la société s'effondrait, aucun de nous n'est capable de se nourrir de manière générale, de gérer ses vêtements, de construire son... Quand j'étais... Enfin, je suis un vieux monsieur, j'ai 62 ans. Mais quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, je savais comment étaient faites mes chaussures. Elles étaient en cuir, je connaissais la vache du champ du voisin, je savais d'où venait ce que je mangeais. La quasi-totalité de ce qui était dans mon assiette, je l'avais vu dans les champs autour de chez moi. Je savais comment on tissait la laine, même de manière un petit peu artificielle. Je savais comment fonctionnait un certain nombre d'objets autour de moi. Donc, j'avais le sentiment que la société, j'étais capable intellectuellement de la dominer, de comprendre ce qu'elle venait, ce qui n'est plus du tout le cas. Je veux dire, j'ai un téléphone portable à l'intérieur, je ne me demandais même pas comment il est fait. Je veux dire, je porte des chaussures avec des matières synthétiques totalement invraisemblables. J'ai des patchs médicaux, des trucs comme ça. Je suis totalement dépendant d'une société qui a fait tout un tas d'éléments dans tout un tas de pays, et il y a des chaînes d'approvisionnement. Ça a été 40 ans de ma vie à Airbus. Je vous garantis que Airbus, c'est 2 millions de pièces pour faire un avion, c'est 40 pays, c'est des chaînes d'approvisionnement extrêmement complexes. À la limite, on n'a pas quelqu'un qui fait un avion. Alors que vous preniez les frères Wright, vous preniez Clément Ader, les frères Wright, ils étaient deux. Il y en avait un qui était pilote et qui était aussi spécialiste d'aérodynamique. L'autre, il tenait un truc qui faisait des vélos, là, ils étaient réparateurs de vélos. Donc, ils concevaient les plans, ils faisaient le travail théorique, ils fabriquaient le machin, et il y en avait un des deux qui pilotait. Eh ben, c'est plus possible, ça, maintenant. Il y a plus une société comme ça. Donc, les sociétés, par le simple fait qu'elles se complexifient et qu'elles atteignent un niveau de complexité réel. Moi, j'en ai vécu 3 dans ma vie et je m'attends à avoir la 4e d'ici peu. Eh ben, c'est terminé. On ne revient plus en arrière. On est dans une société tellement interdépendante et tellement complexe que, à mon avis, on est dans cette espèce de course à la complexité. Ce qui a des avantages. Plus une société est complexe, moins elle rentre en guerre. Parce que si elle rentre en guerre, elle s'abîme. Actuellement, on a besoin de tout. Et donc, c'est très difficile de se dire, je vais rentrer en guerre contre un pays qui vous fournit quand même 25% des matières premières ou 15% des produits dont vous avez besoin pour faire des trucs. Vous voyez, c'est un peu embêtant. L'Europe aura du mal à rentrer en guerre parce qu'on est tous interdépendants de notre culture. Ce n'était pas le cas il y a 50 ans. Vous voyez, ça a cet avantage-là. Mais l'inconvénient, c'est que si jamais ça part mal, on ne saura pas le réparer. La seule chose qu'on sera capable de refaire maintenant, c'est à peu près une société agricole du type 10e siècle, 11e siècle. C'est même pas le Moyen-Âge. On sera un petit peu en dessous de ça. Enfin bon, après tout, pourquoi pas? La société a l'air de tenir. Donc, croisons les doigts. C'est peut-être une des... Je vais revenir sur le végétal. C'est peut-être une des erreurs qu'on a... Enfin, je dis nous. Je vais me mettre en sélectionneur et agronome qu'on a fait depuis une cinquantaine d'années. C'est qu'on a essayé de sélectionner des sociétés simples. Je veux dire par là, le champ de blé, c'est un hybride F1. On a essayé de simplifier au maximum la société végétale en considérant le pied de blé, indépendamment de son environnement, indépendamment du sol, des organismes qui interagissent avec. Et on arrive parfois à des solutions d'impasse. Et les impasses aujourd'hui, c'est les produits phytosanitaires qui sont apportés de façon énorme. Ce sont des maladies qui peuvent ravager très rapidement un champ parce que les plantes ne savent plus réagir. Et il y a un exemple, c'est les travaux d'une équipe à Montpellier sur des champs de riz en Chine, dans une région du Yunnan assez perdue, où ils cultivent du riz depuis des millénaires. C'est la zone d'origine d'une maladie, alors j'ai oublié le nom, le champignon qui est responsable, c'est Magnaporté grisea. Donc normalement, il devrait y avoir des pressions de la maladie énormes. Eh bien non, le pathogène est présent.
Le riz se porte très très bien, il n'y a aucun produit phytosanitaire qui est apporté. Il y a un équilibre qui s'est mis en place, il y a une société de riz, c'est pas un riz unique, ce sont des mélanges variétaux, il y a des échanges entre les agriculteurs, il y a tout un système, il y a toute une communauté et qui prend même en compte l'agriculteur, et c'est là où l'étude est assez intéressante parce qu'il y a des sociologues qui ont été impliqués dans cette étude-là, et cette société, elle vit très bien, elle produit du riz sans produits phytosanitaires, avec des rendements qui sont corrects. Et là, il y a quelques années, ils ont essayé d'introduire dans ce système-là des riz modernes, et c'est une catastrophe, dans le sens où la maladie a émergé, ils ont été obligés de faire marche arrière et de revenir sur la production telle qu'elle était avant. On revient dans un certain nombre de pays, en Inde par exemple, sur la structure de monoculture dans un même champ. Et il ne faut pas oublier que par exemple toute l'Amérique du Sud, à l'époque aztèque, maya, etc., quand ils cultivaient du maïs, qui était quand même leur céréale de base, ils avaient un pied de maïs, mais autour ils avaient une petite citrouille et un pied de haricot, et tous les trois dans le même trou. Et le but était que quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dans les Pyrénées, il Ouais. suffisait d'aller dans les Pyrénées il y a 50 ans. Le blé était produit, le maïs était le support du haricot. Oui, et le truc, c'est que une des plantes protégeait l'autre de je ne sais plus quel insecte, l'autre plante protégeait, apportait tel nutritif. Ils avaient empiriquement, ils n'avaient pas nécessairement construit la théorie, mais ils s'étaient rendu compte que ces plantes-là fonctionnaient bien ensemble. Et donc, ce qu'ils plantaient, c'était des systèmes complexes et non pas des systèmes uniques et végétaux. Et effectivement, comme tu dis, le fait d'avoir simplifié, le fait d'avoir fait des sociétés simples, c'est d'ailleurs toutes les erreurs qu'ont fait les gens, quand les architectes, dans les années, depuis le XIVe siècle, là, Hugo Bellangabova vous en parlera mieux que moi, mais on a fait ce qu'on appelle des idées de cité idéale. Et à chaque fois, on faisait des grandes avenues en disant les pauvres ici, les riches là, le roi au milieu, etc. C'était simple, ben, ça marchait pas. Ça marchait tout simplement pas parce qu'on a besoin de mélange, on a besoin d'interactions fines. Et puis, il ne faut pas oublier que si le pauvre là-bas doit servir la maison du riche ici, il ne faut pas qu'il ait 2 heures à marcher matin et soir, parce que sinon, c'est pas gérable. Donc, à un moment donné, on finit par le loger dans les combles. Donc, on a un système qui devient beaucoup plus hétérogène. Donc, il y a tout un tas de phénomènes qui se produisent. Et la société se complexifie pour de simples raisons d'efficacité. Et dès qu'on est arrivé à un certain niveau d'efficacité et de complexité, ce qui est le cas de notre société, qui est très complexe et pas mal efficace, eh ben, on ne sait plus revenir en arrière. Voilà. Et comme on ne sait plus revenir en arrière, ben, qu'on le veuille ou non, on est dans une espèce de course en avant. Et il faut bien comprendre ce phénomène-là. C'est pour ça, je vous disais au début, ce sont les sociétés qui font les individus et pas l'inverse. Croyez-moi, réfléchissez à la manière dont la société autour de vous fait de vous ce que vous êtes. Et vous vous rendrez compte que votre marge de manœuvre qui existe, qui vous permet petit à petit de faire évoluer la société, elle n'est pas celle que vous croyez. Elle est parce que vous devenez quelqu'un que la société évolue, pas parce que vous changez la société. C'est en étant vous-même que vous changez la société. Alors là, on pourrait presque dire que nous sommes une société malade parce qu'elle privilégie l'individu. L'individualisation est au centre de nos sociétés. Alors que peut-être, ce que l'on voit avec le monde animal et le monde végétal, c'est que la société est la base de l'évolution. C'est ce qui lui permet de progresser. Alors que nous, lorsque nous individualisons, que nous appauvrissons l'ensemble des espèces en ne privilégiant que celles qui nous intéressent, nous empêchons aussi l'évolution de se produire. On l'a bien vu donc avec l'exemple du riz par exemple, où maintenant on en revient à des idées de permaculture. Il faut favoriser ces échanges alors que nous nous sommes peut-être un petit peu appauvris et que donc les sociétés animales et végétales ont beaucoup à nous apprendre sur le point de vue évolutif. C'est comme ça qu'elles évoluent. Oui, tout à fait. Et en fait, je pense qu'il y a eu un problème il y a eu un problème. Les sciences expérimentales, et j'en fais partie, ont cette tendance à vouloir simplifier. On veut toujours tester une hypothèse, donc on veut tester un effet d'un facteur, donc on va mettre les plantes de façon bien caricaturale, on va leur faire subir un stress hydrique. Bah voilà, on va les mettre dans des conditions où elles ont une bonne quantité d'eau en alimentation, et dans un autre cas où elles sont stressées. C'est jamais ce qui arrive dans la nature. Elles vont subir des cycles de stress. Elles vont voilà. On a réduit un peu le système. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Oui, c'est un phénomène évolutif, pardon. Oui. Et c'est un phénomène qui a mis un grand nombre d'années, alors quand je parle d'années, c'est de millions d'années pour se mettre en place. Moi, ce qui m'interroge, là je suis moins spécialisé, c'est cette interaction de ce système qui est non humain, parce que l'humain, il est apparu il y a 2 millions d'années, on va dire, mais il a vraiment fait sa révolution il y a quelques dizaines de milliers d'années.
Oui, on a, enfin, disons, on remonte à Lucie à 700 000 ans, mais effectivement, la première société humaine qu'on peut imaginer, c'est 40 000, 50 000 ans. Voilà. C'est ça. C'est le rebelle, quoi. Cet homme aujourd'hui, 40 000 ans en termes de temps d'évolution, c'est rien. C'est absolument rien. Donc je pense que l'évolution continue pour l'homme, mais c'est rien. Mais l'homme a acquis une telle capacité de conscience, de contrôle de son environnement. C'est à se demander si aujourd'hui, pour l'homme, la force évolutive, je ne sais plus si c'est le génétique. Il a acquis sur les systèmes et sur ces autres sociétés une telle puissance qu'il est en train de mettre le bazar dans tout ce système-là. La force évolutive de l'homme en ce moment, c'est le bulldozer, hein. C'est pas ou le Roundup. C'est pas la génétique, c'est pas ça. C'est vraiment le gros machin avec un gros moteur, et voilà. C'est ça ce que nous faisons. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on a eu pendant assez longtemps, ça a été, je dirais, la crise du XXe siècle, la recherche de solutions simples. Et il y a une loi de Murphy que j'aime beaucoup, qu'on apprend quand on est ingénieur et qu'on te répète régulièrement. Ça dit: tout problème complexe possède une solution simple et élégante. Cette solution est en général fausse. Et par contre, nous les ingénieurs, on arrive en disant: j'ai trouvé une super idée, c'est simple, vous allez voir, ça va tout simplifier, etc. Et les vieux ingénieurs, dans mon cas blanchi sur leur noix, hochent la tête et disent: bon, il va falloir qu'on t'explique. Et pose une main amicale, mais néanmoins paternelle, sur l'épaule, en disant: voilà, on va te parler des propres conneries qu'on a faites quand on était jeune, et tu vas voir que c'est édifiant. Donc voilà, on ne cherche plus maintenant des solutions simples à des problèmes compliqués. On ne cherche même plus des solutions simples à des problèmes simples. On cherche d'abord des solutions qui marchent, et puis on cherche des solutions qui, d'une certaine façon, existent déjà. Et la nature a quand même l'avantage d'avoir fourni des tas de cas qui marchaient bien avant qu'on s'en mêle. Et donc notre travail, c'est peut-être de dire: on arrête tout et on revient aux choses telles qu'elles étaient, ou tout au moins on les laisse se développer comme elles voudraient être, et on apprend à vivre avec. Et ce travail-là, vis-à-vis des sociétés non humaines et des sociétés extraterrestres, c'est dans le fond la conclusion que j'aime dans un certain nombre de livres de science-fiction, c'est: ces sociétés sont là, et ben apprenons à vivre avec. Ne cherchons pas à les changer, mais apprenons à vivre avec. Oui, je crois que c'est aussi un des mouvements aujourd'hui qui a lieu. Je prenais cet exemple des sélections d'individus qui ont eu lieu maintenant depuis après-guerre, avec la création des hybrides. Sur le maïs, ça a fait complètement disparaître ces cultures qu'il y avait dans les Pyrénées. L'arrivée du maïs hybride a fait disparaître ces cultures. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un mouvement, il y a un contre-mouvement du balancier qu'on voit à l'INRA, qu'on voit dans les recherches qui ont lieu aujourd'hui autour. Alors vous parliez de la permaculture, ça peut être ce qu'on appelle de façon globale l'agroécologie, c'est-à-dire de prendre en compte ces interactions de façon globale et les bienfaits que peuvent avoir chaque individu sur l'ensemble. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est des cultures, mais chaque individu, que ce soit dans le sol, que ce soit dans l'air, si on parle des insectes, sur cette communauté qui nous nourrit. Il faut pas, ce champ, il a quand même une importance pour l'homme, c'est qu'il permet de le nourrir. Et si je puis me permettre, tu me rappelles un épisode de ma toute jeunesse. J'ai grandi et j'ai été élevé dans un petit village qui faisait 1500 habitants, qui s'appelait Nègrepelisse, à côté de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Et Nègrepelisse avait la particularité d'être traversée par une rivière qui était l'Aveyron. Et politiquement, Nègrepelisse avait une particularité. Nous avions deux partis qui se disputaient le poste de maire, qui étaient deux partis. Le premier était le parti de gauche et le deuxième était le parti de droite. Ça peut vous paraître tout à fait banal, mais à Nègrepelisse, c'était le parti de la gauche de la rivière et le parti de la droite. Et il n'y avait qu'un seul parti qui avait le droit de puiser de l'eau dans la rivière, parce que si on avait été deux à puiser, la rivière aurait été trop rapidement asséchée. Et ceux qui puisaient de l'eau avaient le droit de planter du maïs de semence et gagner plus d'argent que les autres. Et par conséquent, la gauche et la droite s'affrontaient pour planter du maïs et pour avoir le droit de puiser de l'eau. Et quand j'étais petit, le débat entre la gauche et la droite était totalement surréaliste, parce qu'il n'avait rigoureusement rien à voir avec ce qu'on connaît comme la gauche et la droite maintenant. Donc ça m'a donné une espèce de vision de la politique un petit peu biaisée, je dois le dire, mais qui m'a permis de comprendre qu'en définitive, quel que soit l'homme politique, quel que soit le discours, c'est quand même pour puiser de l'eau et empêcher le copain de le faire. Il reste quelques minutes pour des questions du public. Merci avant tout déjà de vous avoir écouté débattre, c'était très intéressant. Et j'ai une question. Alors je vais essayer vraiment de formuler ma pensée en question pour que vous puissiez me répondre. Ça sera plus simple quand même. On parlait tantôt d'interdépendance
entre les sociétés non humaines et humaines. Tantôt vous parliez des roses, elles sont partout. Est-ce que finalement c'est elles qui ont gagné ou pas? Donc il y a ce rapport de force et d'interdépendance qui existe. Et est-ce que ce rapport de force existe-t-il vraiment? Et si oui, est-ce que vraiment nous on peut gagner, nous société humaine et nous humains? Parce que on le voit aujourd'hui dans les médias, partout, on parle de la protection de la nature, et en fait on se rend bien compte que la nature n'a pas besoin de nous. Donc demain on va disparaître, la planète va nous oublier, la végétation va pousser par-dessus nous, et donc finalement est-ce que le rapport de force finalement il n'est pas déjà perdu d'avance, mais il y a bien longtemps? Est-ce que les sociétés non humaines n'ont absolument pas besoin de nous alors que nous on a absolument besoin d'elles? J'espère que c'est une question pour vous. Oui, je pense. Il ne faut pas voir ça en termes de rapport de force, mais de gagnant-gagnant. Et dans le cas du rosier, du blé, etc., c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est gagnant-gagnant. La plante a pu se développer, l'homme peut en profiter. On est là dans une relation gagnante-gagnante. Le seul problème que je vois, c'est qu'aujourd'hui, l'homme crée de telles tensions dans tous ces systèmes divers et variés. On parlait de la politique du bulldozer, c'est peut-être le bon exemple, c'est qu'il est en train de déstabiliser tous ces systèmes. Après, la planète, elle a connu des extinctions massives régulièrement, c'est pas quelque chose de rare, hein. Enfin, peut-être qu'on sera la prochaine espèce, enfin les prochaines espèces, parce qu'une extinction massive, c'est pas une ou deux espèces qui disparaissent, hein, c'est 95% des espèces. Et heureusement qu'il y a eu une extinction massive, parce que peut-être les petits mammifères, ils n'auraient pas pu émerger dans un monde où il y avait que des dinosaures. C'est ce qui nous a permis d'émerger aux petits mammifères, puis ensuite à toute la chaîne qui a donné les mammifères que nous sommes aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais Disons qu'il y a coopération dans le cadre de système, il y a coopération quand il y a abondance de choses, et il y a conflit quand le nombre de ressources disponibles est limité et que tout le monde ne peut pas gagner. Quand on est dans une situation où tout le monde peut gagner parce qu'il y en a assez pour tout le monde, autant coopérer. Si on est dans une situation où, au contraire, si tu manges ça, ben c'est toujours ça que j'aurai à manger moi et mes enfants vont mourir, à ce moment-là, on se bat. Voilà, c'est ça. Et avec les espèces, les espèces animales, les espèces végétales, on a besoin d'espace. Vous avez des gens qui vous disent « Oui, mais moi j'ai besoin de construire mon pavillon, alors on va bétonner. J'ai besoin de faire une route, alors on va bétonner. » Ben oui, mais on a besoin aussi de planter, de laisser des plantes pour que les oiseaux puissent migrer, pour que les animaux puissent s'y cacher. Ben oui, mais moi j'ai besoin d'une route, j'ai besoin de mon pavillon. Donc à un moment donné, on peut se dire « Est-ce que l'être humain n'est pas trop nombreux par rapport à la pression qu'il génère ?» Vous voyez, c'est des questions comme ça qu'on peut se poser. Et le problème est que nous sommes sur une planète qui est une planète par définition limitée. On n'en a qu'une, il n'y en a pas d'autre. Et on n'a aucun endroit pour vivre ailleurs de ça. Donc si on commence à tout vouloir bouffer, eh ben, le reste mourra et nous mourrons avec. Parce que nous sommes dans une interdépendance, et détruire des animaux comme nous le faisons, détruire des plantes comme nous le faisons, détruire des écosystèmes, changer la composition même de l'air, changer la température des choses autour de nous, c'est véritablement jouer avec le feu. Bon. Une dernière question. La dernière. Oui. Par ici, oui. Quand on considère les différentes sociétés là, et qu'on voit qu'on a besoin de les comprendre et de les observer, est-ce qu'on n'est pas vraiment... est-ce que c'est pas difficile de faire comprendre ça ou de faire accepter ça quand on constate notre propre mortalité, qui est vraiment un temps beaucoup trop court pour observer ces sociétés? Possible. Oui, c'est possible, parce que c'est vrai que si par exemple il y a des sociétés de plantes intelligentes ou d'arbres intelligents, un arbre ça va peut-être mettre 50 ans à échanger une phrase avec son voisin. Ben, nous, on n'a pas trop le temps d'attendre. À côté de ça, vous avez des insectes éphémères qui vivent une journée et qui pratiquement ont le temps de divorcer 2 fois, pendant que le temps, nous, on a juste pris notre petit déjeuner. Donc c'est vrai, il y a toujours ce travail de coexistence temporelle, et c'est une vraie question de science-fiction. Il y a un bouquin de science-fiction qui a été écrit comme ça, où justement il y a une espèce qui se développe sur une naine brune et qui va tellement vite que
quand l'être humain la découvre, elle est à l'état véritablement même pas moyenâgeux, et le temps même que les gens fassent une révolution orbitale, elle est devenue plus avancée que les êtres humains à bord du vaisseau. Le creuset du temps. Le creuset du temps, exactement. Voilà, bien joué. Et cette notion de temps en génétique aussi, il y a une théorie qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, qui est la théorie du gène égoïste, qui dit que l'unité, peut-être, c'est pas l'individu, mais c'est peut-être finalement le matériel génétique qu'on transmet de génération en génération. L'unité vraiment qui dure, c'est le gène, et cette unité-là, elle s'exprime sur une durée très 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 longue, qui est le temps de l'évolution. Je crois qu'on va se faire gronder, là on arrive à 58, 59 là. Il va falloir arrêter. Alors, oui, il va falloir qu'on vous mette dehors. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Il y a une séance de dédicace juste après pour ceux qui sont intéressés. Et merci.